Il n'y a pas de plan européen, en fait. Pourquoi les Européens, Vincent, courent derrière les Américains là-dessus? Pourquoi ils n'ont pas proposé leur propre plan? Il faut être un peu moins dur, Bénédicte. Oui, mais c'était le plan de réassurance en fonction d'eux quand on aura un cessez-le-feu. Un plan pour obtenir un arrêt des combats. Non, mais ils ont ramené quand même sur de bons rails le fameux plan à 28 points, qui était un plan indigne, qui était essentiellement proposé, ou du moins imposé par la Russie aux États-Unis. On a quand même réussi à reconfigurer tout de même un plan relativement juste dimanche dernier. J'espère qu'il tiendra aujourd'hui. Mais c'est vrai que la délégation aurait pu passer en Europe avant d'aller en Floride, ou du moins on aurait pu accompagner les Ukrainiens. Moi, ce qui me choque beaucoup, c'est que le sujet ukrainien devrait être le sujet européen. Donc nous devrions être totalement partie prenante et main dans la main avec les Ukrainiens en permanence auprès des Américains. Vous voudriez dire que vous auriez dû faire comme M. Rubio, pour reprendre votre expression, mettre le pied dans la porte et dire c'est avec nous? Oui, c'est avec nous, parce que c'est un sujet qui nous concerne en priorité. Et demain, la séquence avec Emmanuel Macron sera très importante, parce que il faut se souvenir des mots qu'a prononcé Zelensky il y a quelques heures en disant la semaine prochaine, ce sera une semaine très importante pour l'avenir de l'Ukraine et pour mon propre avenir. Et comme Emmanuel Macron est son principal interlocuteur depuis le 24 février 2022, Keir Starmer aussi, mais il a pris le train en marche, si j'ose dire. Je pense qu'il y aura un moment intime entre les deux hommes. Il vient aussi demander conseil à Emmanuel Macron sur son propre sort, sur le sort personnel. Il vient avec sa femme d'ailleurs à l'Élysée. C'est pas toujours le cas. Alors puisque vous disiez que le sort de l'Ukraine est notre sort à nous, la preuve, je voudrais vous montrer un reportage qu'a tourné Esther Lefebvre qui est assez édifiant. Vladimir Poutine, on le sait, ne veut pas lâcher la pression pendant ce temps-là, évidemment. Il y a eu encore des attaques la nuit dernière sur tout le territoire ukrainien et il n'a aucun intérêt à ralentir la cadence. Regardez, l'économie de guerre tourne à plein régime grâce notamment à certains alliés pas très regardants, notamment sur les conditions de travail et d'emploi. Qu'il semble loin, le temps où l'on disait la Russie à court de munitions. La Russie produit en 3 mois ce que l'ensemble de l'OTAN produit en 1 an. Le scénario d'un nouvel épisode d'attaque russe sur notre continent ne peut pas être écarté. Une menace prise très au sérieux, car sur le territoire de cette grande puissance nucléaire, les usines d'armement tournent à plein régime. Le segment le plus faible pour nous et le plus fort pour eux, c'est le segment terrestre. Que ce soit les chars de bataille, que ce soit l'artillerie, que ce soit l'infanterie, même des matériels qui ne sont pas forcément d'extraordinaire qualité, mais ils peuvent le fabriquer en masse. Et ils le peuvent grâce à des investissements colossaux. Prenons l'exemple des obus de 152 mm. La production passe de 250 000 par an en 2022 à 1,3 million en 2024, sans compter ses achats auprès de pays alliés, Corée du Nord, mais aussi Chine et Iran. Autre domaine où la Russie se plaît à montrer son avance, direction le Tatarstan. À 1000 km de Moscou, dans cette gigantesque usine, chaque jour, 170 drones sont produits, soit plus de 5000 par mois. Ce qui est impressionnant, c'est leur capacité de production, puisqu'on voit tous ces drones alignés. L'usine a doublé de volume entre 2023 et 2025. Il faut dire que quand ils envoient plus de 400 drones sur un seul raid au-dessus de l'Ukraine, ils ont évidemment besoin d'en construire énormément. Pour trouver de la main-d'œuvre, avec seulement 2% de chômage, la Russie a lancé un programme de recrutement, principalement en Afrique. Leur cible, uniquement des jeunes femmes de 18 à 22 ans. Bonjour, je m'appelle Léana, je viens du Cameroun. Je suis très contente, au revoir. La réalité est moins alléchante. Derrière ces offres d'emploi, en logistique, en production, payées moins de 600 € par mois. Nous nous faisons passer pour une candidate auprès du recruteur et demandons si le logement est pris en charge. Quand on vous paye, on retire les frais de logement, les frais des cours de langue russe et les taxes dans votre paye. Maintenant, le reste, c'est pour vous. Une enquête est ouverte en Afrique du Sud pour soupçon de trafic d'êtres humains. En attendant, en Russie, la machine à produire est lancée. Qu'importe le futur plan de paix avec l'Ukraine.
Ah oui, la machine à produire n'est sans doute pas prête de s'arrêter. Charles Diwo, bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes à Moscou. Des usines qui fleurissent comme des champignons. L'économie de guerre, elle tourne encore et toujours à plein régime. Hein. Oui, très clairement, un chiffre le prouve assez bien, c'est 40% du budget de la Russie qui est directement déployé dans l'industrie de défense et d'armement. Vous l'entendiez bien dans le reportage, l'idée c'est de produire toujours plus d'obus, toujours plus de drones, toujours plus de chars. Et cette politique, elle a le droit à un ambassadeur clé en la personne de Vladimir Poutine, qu'on voit très souvent dans des reportages à la télévision russe en train de visiter ce genre d'usine pour saluer le rendement, les capacités assez impressionnantes. Et puis aussi pour saluer l'innovation, parce que à chaque fois qu'il visite ces usines, il explique que la Russie est à la pointe de la technologie de l'armement. Et derrière ce message, il y a en fin de compte l'idée pour le Kremlin de montrer que malgré les sanctions économiques étrangères, eh bien, la Russie reste une puissance et qui sait s'armer. Bien évidemment, merci beaucoup Charles Diwo. Effectivement, Tatiana Pekastin, il y a quelque chose aussi qu'on ne dit pas suffisamment. Au début de la guerre, effectivement, on ricanait en disant mais les Russes sont complètement à la rue, pardonnez-moi l'expression, notamment au niveau de l'armement. Le fait est qu'ils ont rattrapé leur retard plus que largement, notamment sur les drones. Et Esther l'explique très bien dans son sujet. Mais ça fait aussi 3 ans et demi qu'ils font la guerre, les Russes. Et donc, ils ont pris une énorme avance sur nous, Européens, en fait. Et finalement, quand on regarde l'histoire, c'était le cas lors de la Première Guerre mondiale. Ils sont entrés dans la guerre, les soldats manquaient de munitions à tel point que certains devaient aller prendre les fusils de leurs camarades morts au combat qui étaient parfois gelés, ça leur prenait du temps parce qu'il manquait vraiment de munitions. Donc les simples soldats, pour en avoir, il fallait qu'ils récupèrent ceux de leurs camarades morts au combat. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, c'était la même chose. Ils sont entrés mal préparés et à chaque fois, et ça c'est ce qui peut nous faire peur, c'est qu'ils mettent du temps à relancer le système, mais une fois que c'est relancé, ça va très vite. Et on a vu aussi au début de cette guerre que non seulement il manquait de munitions, mais ils n'avaient pas cette innovation qu'avaient eux les Ukrainiens en utilisant des drones et en essayant de produire des armes à bas coût pour aller frapper l'ennemi. Et ils ont appris des Ukrainiens. Donc aujourd'hui, sur les drones, les Ukrainiens, les Russes sont plutôt en pointe et nous, on est en retard. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas dit, c'est que l'économie russe ne va pas si bien que ça. Et tous ces investissements dans le complexe militaro-industriel, on ne sait pas jusqu'à quand ils vont pouvoir tenir. C'est surtout qu'en fait, il va avoir du mal à sortir de cette économie de guerre qui est sous plusieurs perfusion. Pour plusieurs raisons, parce qu'en plus, les soldats et tous ceux qui combattent ont aujourd'hui un salaire qui est bien supérieur à ce qu'ils auraient dans la vie civile. Donc si on doit les démobiliser, ça va poser un problème de transition pour eux. Mais il y a aussi une chose qu'on ne dit pas trop sur la main-d'œuvre. Il y a des Nord-Coréens qui viennent aussi dans l'extrême-orient. Et l'extrême-orient russe qui est la ligne de mire des Américains qui souhaitent investir, qui espèrent pouvoir profiter de toutes ces richesses, il est quand même massivement aujourd'hui, et beaucoup plus qu'au début de la guerre, sous contrôle des Chinois, qui eux, donc les capitaux aujourd'hui dans l'Est sont chinois, et le travail, il vient d'Afrique ou de Corée du Nord également. Donc c'est vrai qu'ils produisent beaucoup d'armes. À quel point c'est tenable et à quel point ils vont pouvoir tenir? Il y a un autre volet là-dessus aussi. On voit bien sur les drones et sur, vous disiez, la main-d'œuvre qui évidemment est fondamentale pour pouvoir faire tourner son économie en 3-8 et en permanence. Il y a la recherche et le développement. Je voudrais que vous regardiez cette image. Ils continuent à développer aussi, non pas que des armes à bas coût, mais à développer aussi ces fameux missiles. Alors là, on est sur c'est le Sarmat, je crois. Dernier test en date. Alors vous voyez, le missile décolle et puis bon, ça se passe pas tout à fait comme prévu et il va finir par se cracher et l'essai va être raté. Il n'empêche, Vincent Crouzet, il continue à tester ça et à tenter de développer des armes qui sont pour le coup vraiment des armes de pointe. Oui, alors l'emploi massif de l'artillerie et c'est une doctrine constante de l'armée russe, mais pour quel résultat? On le voit, vous voyez, une nuit comme avant-hier avec 600 drones et une demi-douzaine de missiles pour frapper des immeubles de grande hauteur et frapper de la population civile et faire 5 ou 6 morts. C'est terrible, 5 ou 6 morts. Je veux dire, c'est totalement absurde. C'est totalement absurde. Et ça ne change pas tant que ça, finalement, la situation sur le théâtre des opérations, sur le champ de bataille. Et puis, en miroir, n'oublions pas que les Ukrainiens, à la fin de cette année 2025, produisent 60% de leurs besoins militaires, qu'ils produisent 5 millions de drones par an
et qu'en 2027, ils en produiront 8 millions. Donc les Russes peuvent toujours jouer cette escalade. Alors on ne sait avec... Ça veut dire qu'ils peuvent tenir longtemps, les Ukrainiens, parce qu'il y a quand même un problème de ressources humaines. Ils peuvent tenir longtemps jusqu'au moment où la population peut-être sera aussi fatiguée que ses dirigeants du conflit. Maintenant, il faut s'interroger sur les composants électroniques qui viennent nourrir donc toute l'industrie missilière russe, qui viennent en grande partie des grandes centres commerciaux mondiaux que sont Dubaï, l'Asie du Sud-Est, etc., où il y a un trafic de composants électroniques tout à fait exceptionnel. Il faudrait qu'on se penche sur cette affaire d'ailleurs. Donc on a les capacités de réduire cette menace, et puis il ne faut pas oublier non plus que les sanctions touchant Rosneft et Lukoil sont entrées sont effectives depuis le 22 novembre dernier, et qu'elles vont normalement impacter de manière très dure l'économie russe. Oui, là on parle des infrastructures énergétiques en fait. On parle de l'énergie. Et d'ailleurs, si les Ukrainiens ont frappé les 2 bateaux en mer Noire, c'est que le terminal pétrolier de la Caspiane, enfin du Novorossiysk, là. Voilà, Novorossiysk, en fait est exclu, qui est en partie contrôlé par Lukoil et Rosneft, est exclu des sanctions. Donc les Ukrainiens ont voulu, montrer qu'ils n'étaient pas du tout d'accord avec cet amendement. Quand on disait hier, Michel Derzhansky, sur le plateau, vous n'étiez pas là, mais on est arrivé en fait à la conclusion, c'était à la fin du grand dossier, me semble-t-il, que ce fameux adage « si tu veux la paix, prépare la guerre », Vladimir Poutine était dans l'autre sens. Si tu veux la guerre, prépare la paix. C'est-à-dire là, j'accepte de négocier, j'envoie des émissaires, je vais recevoir des émissaires, etc., etc. Je prépare une paix, qui sera une paix sans doute très imparfaite et très instable, mais parce que je veux préparer la guerre d'après, finalement. Parce que civis pacem parabellum vient de l'Empire romain. Nous, on a été façonnés par l'Empire romain. L'Europe a été façonnée par l'Empire romain. Les Russes n'ont pas été façonnés par l'Empire romain. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que cette course à l'armement, cette fascination pour la force, cette fascination pour écraser l'autre et remettre un glacis face à toi, quand on voit la dynamique interne et la dynamique externe des Russes, c'est-à-dire un totalitarisme qui s'inscrit de plus en plus en Russie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Manon Loiseau est venue ici pour présenter son documentaire, et elle expliquait qu'à partir de septembre, les téléphones portables russes auront la puce Max et qu'il n'y aura plus aucune communication qui pourra être possible. On en revient à la phase hantée de la Russie. On est en train de revenir vers l'Union soviétique, vers une forme de soviétisation. On en revient à un État totalitaire. Et je crois que ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a ce tel rapprochement entre la Russie et la Corée du Nord, c'est qu'il y a une convergence idéologique fraternelle à ce niveau-là. Et ces populations, à l'intérieur, vont mourir. Je veux dire, elles meurent de faim, elles n'ont pas ce qu'il faut d'un point de vue économique, elles n'ont pas ce qu'il faut d'un point de vue sanitaire, mais peu importe. Ce qui compte, c'est de montrer qu'on a la puissance militaire. C'est ce vers quoi va Poutine. Et c'est pour ça que nous, Occidentaux, aujourd'hui, on prend conscience que là, il y aura un chemin sans fin, et que si on n'en prend pas réellement conscience, alors à un moment donné, on sera heurté par ce chemin.